Histoire de CM. Tous les 15 jours, Agorapulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, part à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Thomas Joannin, community manager de la marque L'Oréal. Salut Thomas. Salut Ambroise. On imagine bien que la communication d'un groupe comme L'Oréal est très étendue. Du coup, va falloir préciser ton rôle, toi. Quel est ton terrain de jeu en tant que CM de L'Oréal ? Alors, je dirais que L'Oréal est un grand groupe international et dans lequel il y a plus de 50 marques, notamment en France, et 35 marques à l'international. Et donc, il y a plein de personnes qui s'occupent de la communication de ces marques. Et moi, ma distinction, c'est que je m'occupe de la communication du groupe L'Oréal en France. Donc, plutôt de toutes les actions corporate liées au groupe L'Oréal. Et pour ça, je vais développer pas mal 4 piliers de communication qui sont un petit peu mes grands piliers pour communiquer tout au long de l'année. Et quels sont ces 4 piliers ? Alors, on va en avoir un qui sera pas une surprise, qui va bien sûr être le pilier environnemental. Comment on transforme le business, comment on transforme l'organisation, comment on fait plein de choses pour aller dans ce côté-là. Le deuxième qui va être la diversité et l'inclusion, qui sont des choses qui sont fortes au groupe L'Oréal et pour lesquelles le groupe porte plein de valeurs. Le troisième qui va être le Made in France, parce qu'on est un groupe français né en France et qui évolue en France. Donc, on a des usines partout en France, on a un grand bassin d'emploi. Donc, comment on valorise tout ça et comment on l'explique à toutes nos audiences. Et le dernier, le quatrième, ça va être l'innovation, avec comment L'Oréal veut devenir ce qu'ils appellent la première beauty tech, donc la première entreprise de cosmétiques, étant le leader mondial de la cosmétique, mais également une entreprise de tech. Large programme que tu as l'air de maîtriser sur le bout des doigts. C'est vrai que c'est une histoire qui est assez belle, celle de ton poste, parce qu'il n'existait pas avant que tu arrives et que tu te proposes, en tout cas, que tu proposes tes services. C'est plutôt chouette, parce que c'est une sorte de carte blanche qu'on te donne. Tout à fait. C'était en fait, ça vient du fait que le groupe L'Oréal en tant que tel ne communiquait pas forcément énormément avant, comme je disais, mais passait plus par le prisme de ses marques. Mais avec le changement un petit peu sociétal qu'il y a eu au fur et à mesure des dernières années, le groupe faisait plein de choses, donc toutes les actions que j'ai citées, mais ne le communiquait pas forcément, faisait beaucoup, mais ne faisait pas savoir. Et est venu le moment où il fallait faire savoir toutes ces actions auprès de tout un tas de stakeholders clés. Et donc, il y a eu mon équipe, donc c'est cette équipe de communication qui a été créée. Et il fallait un CM, un social media manager, pour s'occuper un peu de tout le volet digital et des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui super importants pour une boîte comme L'Oréal. Comment tu formulerais ce qu'attend la hiérarchie de toi en tant que CM ? Est-ce que c'est de fédérer une communauté ? Est-ce que c'est de couvrir la e-réputation ? C'est quoi un peu l'objectif clé qu'on t'a donné quand tu as pris ce poste ? Le premier objectif, ça a été de développer nos audiences et nos réseaux et de bien les incarner, parce que on n'était pas forcément présent, il n'y avait pas de communication ni journalière ni hebdomadaire. Donc ça a été de bien implémenter sur les réseaux qu'on souhaitait utiliser pour adresser nos audiences. Ensuite, ça a été de les développer, parce que comme ça n'avait pas forcément été beaucoup fait, il y avait déjà pas mal de personnes qui pouvaient suivre, mais on a pu pas mal faire augmenter les différentes audiences. Et puis maintenant que c'est plutôt bien installé après 2 ans, le but c'est de les faire vivre, de les fédérer et de m'assurer que l'image de L'Oréal que moi j'ai et que tous les salariés ont soit bien celle qui soit véhiculée en externe. Et souvent on voit qu'on a un petit gap. As-tu en mémoire une campagne de community management particulièrement réussie que tu as pu mener sur la partie corporate ? Ouais, j'en ai une dont je suis particulièrement fier, qui était une campagne sur la diversité et l'inclusion et ce qu'on appelle chez nous la marque employeur, et qui était en fait un problème qui est remonté de nos équipes diversité et inclusion, qui nous disaient, nous on va beaucoup sur le terrain, on va dans les écoles, on va dans les campus, dans les quartiers plus populaires, et souvent on nous dit que voilà, L'Oréal c'est une boîte où il faut être, on est un peu tous des clones, il faut être parfait, il faut que tout le monde soit beau, que tout le monde vienne des grandes écoles, et sinon on n'a pas sa place chez L'Oréal. Et je parle même pas du handicap, où plein de gens se disaient, si j'ai un handicap, c'est juste impossible, je peux pas postuler chez L'Oréal. Et du coup, l'idée de cette campagne, ça a été de se dire, on a des gens chez nous avec des super parcours, on les a identifiés grâce à nos RH et grâce à ces équipes, on va les faire parler, on va les faire témoigner, et on va créer un petit format à la Combini Brut, qui marche bien face caméra, et on va diffuser ça ensuite à travers nos réseaux sociaux, et on va viser des audiences clés pour montrer que justement la richesse de L'Oréal, c'est tous ces parcours divers et variés, et que au contraire, plus il y a de diversité, mieux c'est. Et ça était bien accueilli par ces audiences clés que tu visais ? Ça a été super bien accueilli, et pour le petit côté feel good, en plus on a même un employé qui était immigré,
qui avait connu la guerre d'où il venait à Alep. Et suite à ça, il a été même repéré par le DRH Monde. Donc, il a eu un entretien avec le DRH Monde et il a même obtenu la nationalité française. L'Oréal l'a accompagné pour obtenir sa nationalité française. Et aujourd'hui, il est toujours dans le groupe et je lui parle assez régulièrement et c'est devenu presque un ami. Et ça, c'est la petite belle histoire. Tu parles de fossé entre ce qu'on perçoit de L'Oréal et ce qui est véritablement L'Oréal. Comment tu l'expliques, ce fossé? Il prend forme comment? Alors, nous, comme je disais, on a un grand groupe international, donc moi et mon équipe, on se base pas mal pour travailler au quotidien sur des grandes études de réputation qu'on mène avec Ipsos, avec Kantar, les boîtes qui font ça. Et on se rend compte que en France, c'est culturel. Il y a une défiance plus grande que dans d'autres pays vis-à-vis des grands groupes. C'est comme ça, c'est là depuis des dizaines d'années. Et donc nous, quand on regarde ces études de réputation, on voit la perception qu'il y a de L'Oréal en France versus tout ce qu'on peut faire. On se rend compte qu'il y a un gap qui est assez important et quand nos dirigeants se rendent, parce qu'ils font beaucoup sur les campus ou interviennent à l'extérieur, participent à des tables rondes, souvent ils sont confrontés à ça. Et une fois qu'on parle avec les gens et qu'on a un petit peu réussi à les convaincre, souvent ils disent ah oui mais je pensais pas que L'Oréal faisait tout ça. Donc c'est ce fameux gap. Et bien sûr on peut pas aller parler à toutes les personnes une par une en France. Donc c'est pour ça qu'on essaye à travers les réseaux sociaux et à travers nos communications de resserrer ce gap au maximum. Comment tu fais pour pas tomber dans tout ce qui est washing, greenwashing? Enfin, c'est souvent ce qu'on reproche aussi aux entreprises. Est-ce que toi-même, tu as une sorte d'éthique que tu te donnes et que tu t'infliges, j'ai presque envie de dire. Comment tu fais? C'est vrai qu'on sur différentes campagnes, ça revient pas mal et encore une fois parce qu'on a un grand groupe, donc dès qu'on va parler de choses un petit peu comme ça, il y a même du woke-washing, du greenwashing et du washing sur toutes les thématiques qu'on peut traiter, que moi je traite. Et ça va être un mot bête, hein, c'est un peu mon mot valise en tant que community manager et ce que je dis souvent à toutes mes personnes, c'est l'authenticité, essayer d'être authentique dans tout ce qu'on fait, d'être vrai et de communiquer des choses pour lesquelles je connais les personnes derrière, je sais ce qui a été fait, je sais les personnes qui viennent au bureau le matin et qui travaillent, comment elles sont passionnées, comment elles sont impliquées, et ce qu'elles font pour essayer de faire bouger les lignes. Et donc moi, mon rôle, c'est essayer de capter ça et le mettre en forme sur les réseaux sociaux. Et à partir du moment où je fais ça, je suis assez serein sur les accusations ou les personnes qui peuvent penser que c'est du washing. En tant que marque internationale, on l'a bien répété, on suppose aussi que vous êtes la cible de critiques, voire de polémiques, vous pouvez pas passer à travers. Comment tu identifies le risque ? Je ne suis pas tout seul heureusement, on travaille avec plusieurs agences bien sûr et on a des capteurs ce qu'on appelle de signaux faibles et moi très spécifiquement sur les réseaux sociaux, on a une agence avec laquelle on travaille qui va nous calculer la volumétrie des commentaires qu'on reçoit. On a travaillé en amont à les catégoriser et donc on a plein de petits systèmes d'alerte qui se mettent en place quand on voit un sujet qui commence à émerger parfois pour des raisons qui sont complètement extérieures à L'Oréal, qui peuvent être politiques qui sont très extérieures à l'entreprise en elle-même. Mais donc on a des petits capteurs et donc rapidement on sait passer un certain seuil que là il y a peut-être un sujet qui peut potentiellement être dangereux. Est-ce qu'ils sont catégorisés ces sujets ? Je sais pas, par exemple, il peut y avoir un risque lié à des associations de défense, le risque en cas d'un produit qui présente un défaut. Est-ce que vous avez un peu mis des cases ? Ouais, bien sûr. Donc il y a bien sûr tout ce qui va être lié à nos produits, à notre produit et ça on va dire que c'est notre case number one, la numéro 1. C'est tout ce qui va être la santé des consommateurs parce que parfois ça arrive avec des colorations ou des choses que des clients fassent des mauvaises réactions. Donc là c'est direct, c'est alerte rouge parce que ça touche directement à la santé du consommateur. Et donc là on va directement aller voir nos responsables réglementaires, voire juridiques, on va tout faire pour traiter les cases. Et après, sur tous les autres sujets, je dirais que c'est un peu avec l'expérience et au fur et à mesure des crises qui évoluent beaucoup, qu'on apprend à le faire. Mais par exemple, dernièrement, il y a eu le cas avec le contexte de l'Ukraine, bien sûr. Et L'Oréal étant une boîte qui était impliquée en Ukraine, on a eu des internautes français qui nous ont demandé, comment L'Oréal faisait et comment on se positionnait vis-à-vis de nos activités en Russie. Donc, c'est un travail un petit peu en amont, au fur et à mesure du temps qui passe. Et puis aussi, c'est aussi être à l'écoute du marché, des tendances sociétales et de ce qui se passe parce que ça évolue continuellement. Est-ce que tu as des scénarios pré-rédigés, validés pour réagir vite ou faut toujours qu'il y ait cette étape quand même de passer, comme tu disais, peut-être par un service juridique, par une agence, par les hauts dirigeants de L'Oréal
Je suis pas le pro de la crise, mais quand on est community manager, bien sûr, on y est confronté. Donc, les gens de la crise que j'ai pu côtoyer disent souvent que la crise, c'est 80% de préparation et 20% d'action. Donc, on prépare, bien sûr, continuellement au maximum. On a des grands fichiers avec ce qu'on appelle des statements, qui sont des choses qui sont justement validées par le juridique, parce que quand ça touche à la formulation des produits, par exemple, c'est des choses assez spécifiques sur lesquelles on veut pas dire n'importe quoi. Et moi, j'ai pas forcément la compétence parce que je suis pas chimiste de formation. Donc, on a ces grands fichiers qui sont pré-remplis, qu'on essaye de mettre à jour continuellement. Et puis il y a ce que je disais, il y a ce qui arrive un petit peu qui était pas prévu, une interprétation d'une campagne ou un contexte politique, Notre-Dame qui brûle ou la guerre qui se déclenche en Ukraine. Et là, ça va être c'est des choses sur lesquelles on n'avait pas forcément anticipé parce que c'est difficile d'anticiper. Dans ces cas-là, on va mettre un petit peu la machine en route et on va travailler tous ensemble pour pouvoir apporter les bonnes réponses et être sûr de la position qu'on souhaite donner. Je me mets à ta place, ça crée quand même une certaine anxiété parce que t'es les porte-parole de la marque, c'est toi qui es au front en quelque sorte, donc maîtriser une ligne éditoriale, des rubriques de contenu pour mettre en valeur, comme la campagne dont tu nous as parlé, on imagine que tu maîtrises à 100%, c'est ton cœur de métier. Après, comme tu dis, d'aller sur des sujets comme celui de la chimie, comme celui de la santé, on doit toujours avoir peur de dire ce qu'il ne faut pas dire et être un peu dans l'attente ou dans l'expectative, non ? Ouais, c'est pour ça que moi je qualifie toujours mon job comme étant un petit peu au centre, ou essayant de créer un écosystème autour de moi, parce que je ne suis pas sachant et nous on est là, moi je suis là et le rôle des CM, je pense, c'est d'essayer de communiquer tout un tas de valeurs d'entreprise et de piliers qu'on souhaite partager. Mais moi je suis pas un expert sur la diversité et l'inclusion, je suis pas un expert sur les questions de guerre en Ukraine ou sur tous les tas de sujets qui peuvent arriver et que nos internautes nous posent comme questions. Donc je suis entouré de tout un tas de personnes que je vais voir et avec lesquelles je prépare des réponses. Moi j'ai l'expertise réseaux sociaux, donc parfois si c'est un tweet, il faut le faire en 280 caractères. Donc il faut le faire matcher avec les critères scientifiques qui parfois sont des pages et des pages. Je dis là on peut pas faire ça comme ça. Donc comment est-ce qu'on se met d'accord pour essayer d'avoir la bonne com et d'être sûr que ce soit aussi efficace pour les réseaux sociaux, que ce soit compréhensible à l'externe, mais qu'en même temps on dise des choses vraies, notamment sur tout le volet scientifique, mais même sur tous les autres volets. Est-ce qu'on peut passer à la pratique du coup? Alors, est-ce que tu peux nous raconter un des bad buzz que tu as dû gérer? Peut-être que sur cette expérience que tu as déjà dû faire face à une première crise. Ouais, un des plus gros bad buzz et qui est assez étonnant, hein, et c'est un bad buzz qui s'appelait chez nous la crise du whitening, et qui est assez marrant parce qu'en fait l'histoire c'est que L'Oréal fait évoluer et fait tout le temps évoluer régulièrement le nom qu'ils mettent sur des packaging, et donc en Indonésie ils avaient changé le naming de certains produits qui s'appelaient des whitening, qui étaient des crèmes pour la teinte, et donc tout ça se passait en Indonésie. Donc vous pensez certainement rien à voir avec la France, et il se trouve que l'AFP en fait fait une dépêche suite à ça et parle de mots blanchissants, et donc l'AFP sort en français donc une dépêche qui dit L'Oréal retire tous les mots blancs et blanchissants de ses produits. Donc là, on a toute une communauté que je qualifierais plutôt d'extrême droite qui s'est très vite mobilisée et qui a commencé à nous faire ce qu'on appelle un thread, hein. Donc ils sont venus de manière massive et assez intense sur toutes nos communications, bombarder tous nos réseaux sociaux. Ça arrivait en plus un samedi, c'était ma première crise, donc moi j'étais là et je me suis réveillé, j'ai vu un nombre anormal de messages, de notifications, ça pingait dans tous les sens, et donc c'était un bon exemple parce que pour le coup celui-là on l'avait vraiment pas vu venir, et on a dû se mettre en ordre de marche pour essayer d'expliquer et démontrer que la crise n'avait pas forcément lieu d'être, et encore moins en France. Et ce qui est marrant, c'est que cette crise-là, elle a fait plus de bad buzz en France que dans le pays où ça se produisait vraiment. Et comment tu l'as géré du coup là concrètement? C'est qui s'est mis autour de la table? Tout le monde est venu au bureau le samedi et le dimanche, ou vous avez fait ça à distance? Ouais, on a fait ça à distance. Alors normalement on a tous ces outils, et moi et ma direction insiste pour que les gens comme moi, et on ne travaille pas le week-end chez L'Oréal, mais c'est vrai que là exceptionnellement on s'est un petit peu parlé, et on a fait chose simple, on a commencé à mesurer la volumétrie de tout ce qui se passait, qui était assez importante, et puis on s'est renseigné auprès de nos patrons et de nos patronnes pour voir quelle était la position du groupe qu'on pouvait communiquer le plus rapidement possible pour essayer d'avoir une première position à défendre. Mais de toute façon, dans un premier temps,
quand la crise apparaît, généralement, on est assez inaudible. Donc, de toute façon, on n'a pas répondu. Le but n'était pas de répondre dans le week-end. Donc, on a plutôt mesuré la volumétrie et on s'est tous donné rendez-vous le lundi matin pour faire un point sur la situation et voir ce qu'on allait pouvoir mettre en place comme communication pour répondre à ça. Et là, principalement, donc c'est une réponse, un discours, des éléments factuels et de se dire, bah après le taf est fait. S'ils ont envie absolument de nous taper dessus, on peut pas leur en empêcher, mais au moins on a fait ce qu'on avait à faire, quoi. Tout à fait. Et donc ça a été le job. Donc on essaye de faire tout ça, on communique nos positions, on explique un petit peu voilà par A plus B de manière rationnelle pourquoi peut-être ça a été incompris. Et derrière, c'est vrai que L'Oréal est une boîte qui souvent on nous le dit en externe peut être assez politisée et donc bah là on a des groupes d'extrême droite qui du coup nous avaient dans le viseur et qui en ont profité pour continuer à nous lancer des threads. Et bien dans ces cas-là, j'ai envie de dire on a dû vivre avec parce qu'on avait communiqué nos positions, on avait été clair sur ce qu'on voulait faire. Voilà, après on va pas le répéter tous les jours, donc on a dû un petit peu on s'est adapté et on a vécu avec ce nouveau risque entre guillemets. Allez, on referme le sujet bad buzz, mais c'était passionnant. Quelle ambition tu as pour L'Oréal ? Tu vises une taille de communauté précise ? Tu veux faire vivre une expérience particulière à travers les réseaux sociaux ? Comment tu formulerais cette ambition ? Alors une ambition au niveau des chiffres, j'ai la chance de travailler pour L'Oréal encore une fois, donc c'est une marque qui est plutôt rien que par son nom plutôt pas mal suivi. Donc en termes de followers sur nos différents réseaux, c'est plutôt on est plutôt sur des bons chiffres et c'est plutôt les faire gonfler qui est assez difficile parce qu'on attend au bout d'un moment on atteint un petit peu notre maximum et la croissance est un peu plus marginale. Mais moi ce serait plutôt d'essayer de mon rôle à moi et ce que j'aimerais vraiment faire, c'est de continuer un petit peu les campagnes comme celles que j'ai expliquées qui sont vraiment authentiques, que je trouve vraiment sincères, et c'est aussi de véhiculer cette image un petit peu derrière le grand groupe du CAC 40 et tout ce qu'on imagine un petit peu parfois de pas bien ou de tout ce qu'il peut y avoir derrière, c'est en fait moi ma réalité elle est pas du tout celle-là, la réalité de mes collègues non plus, et donc c'est continuer de créer des contenus, que ce soit des campagnes mais aussi des contenus quotidiens et plein de choses pour montrer ce que c'est réellement que de travailler chez L'Oréal et quelles sont les valeurs qui sont portées par le groupe. Comment tu mesures la performance, le retour sur investissement qu'a le CM pour L'Oréal ? Je suis sûr que tous les CM qui nous écoutent sont curieux de cela parce que c'est souvent la question à 1 milliard et qu'on nous pose, qu'on soit CM free ou qu'on soit en interne. Oui, mais vous nous servez à quoi concrètement ? Toi, tu le mesures comment ? L'avantage, ce que je dis souvent, l'avantage avec le social media, c'est que moi pour faire ce qu'on appelle les reporting à mes patrons, c'est assez facile parce qu'on a tout un tas de data, donc ce qu'on va appeler l'impression, le nombre de fois où un post est vu, le nombre de likes, et derrière avec ça on va calculer le taux d'engagement qui est le ratio entre les likes et le nombre de vues. Donc ça c'est assez factuel et on peut se faire des tableaux Excel et dire dire derrière à notre management au fur et à mesure de l'évolution de l'année voilà à peu près les chiffres. Et après c'est vrai que c'est assez difficile pas de prouver mais de montrer l'impact qu'on a par exemple sur une personne qui va pour le coup peut-être se dire j'achète un produit parce que j'ai vu ça. Moi ce que je dis c'est qu'on utilise on utilise nos baromètres de réputation qui sont un petit peu nos grands guides annuels, et quand on sent que ça bouge dans le bon sens, moi je me dis que j'ai peut-être une petite part de responsabilité dans les curseurs qui bougent un peu. Et puis honnêtement parfois ça va juste être des retours directs d'internautes, soit en MP soit en commentaire, qui vont nous dire qu'ils ont été touchés par ce qu'on a fait, qu'ils ont été ravis, qu'ils pensaient pas que par exemple sur un contenu ça pouvait être possible. Et donc quand on a ce retour direct d'internautes, pour moi c'est la meilleure façon de mesurer notre impact. Ta culture de CM maintenant, à quelle marque tu t'identifies où tu te dis ça vraiment c'est du bon job, c'est un CM parfait, c'est quoi la marque modèle que tu vois dans le community management ? Moi il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Innocent, que je suis personnellement et que j'adore. Je trouve l'entreprise, ils sont très bons en marketing et sur les réseaux sociaux. Ils sont vraiment très forts et ils ont une belle communauté et ils font tout ce qu'ils font, je trouve ça toujours de bon ton. À chaque fois que je regarde leur publication, ça me donne un petit sourire en coin et je trouve qu'ils maîtrisent vraiment très très bien l'art du réseau social. Merci Thomas pour ce partage, c'était super riche et puis je pense qu'on a bien appris notamment sur le bad buzz, ça nous fait un bon use case et on le garde précieusement. On se dit à très vite. Merci beaucoup. Pour
poursuivez l'écoute d'Histoire de CM, le podcast d'Agora Pulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, et découvrez la voix des meilleurs community managers de France. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à en parler autour de vous et à nous le faire savoir sur Facebook, Instagram, Twitter, Discord et vos applis de podcast préférés. À bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de CM.